Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman Spiritum, un souffle de vie de Martin Ruat, alors restez avec moi. Spiritum, un souffle de vie est donc le deuxième roman de Martin Ruat. Vous pourrez le retrouver en auto-édition. Et il y a pratiquement un an de ça maintenant, j'avais déjà chroniqué son tout premier ouvrage, Enfant des rêves. Vous pourrez retrouver d'ailleurs cette chronique juste au-dessus de ma tête si celle-ci vous donne envie. Et j'avais beaucoup apprécié à l'époque ce premier ouvrage qui était petit mais efficace et dans lequel on retrouvait déjà les influences de l'auteur par rapport au spiritisme, par rapport à cette quête de spiritualité. C'était un voyage vraiment fascinant, vraiment prenant. Et avec ce deuxième roman du coup, Spiritum, un souffle de vie, ce que je peux vous dire sans divulgacher, c'est qu'on reste dans la même dynamique que dans le premier roman. C'est un petit peu plus poussé par rapport à la réflexion, par rapport au mysticisme, etc. Et j'ai encore passé un très bon moment de lecture. Comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens pour retrouver l'auteur sur les réseaux sociaux et les liens pour vous procurer ces romans si jamais ça vous donne envie. Du coup, comme je le disais, Martin Ruat, avec cet écrit Spiritum, un souffle de vie, nous renvoie un petit peu à ses premiers écrits et on reste dans une atmosphère qui est plus ou moins connue, à savoir les croyances, le côté spirituel des choses de la vie, les esprits, les rêves, les cauchemars, etc. On reste vraiment dans cette même dynamique, dans quelque chose qui berce complètement l'auteur. On retrouve son influence, ses envies et ce qu'il fait un petit peu rêver à travers sa plume. Et c'est un vrai plaisir, encore une fois, de se replonger dans son univers. Maintenant, je vais vous donner un petit résumé de Spiritum, un souffle de vie, sans vous divulgacher l'intrigue. Ce petit roman nous introduit au personnage de Mathilde. Mathilde qui est une jeune aixoise qui a une vie toute simple comme des millions de personnes sur la planète. Elle est étudiante, elle a une bande de copains qu'elle aime vraiment par-dessus tout, une meilleure amie qui s'appelle Félicia, un ami qui s'appelle Théo, et on sent que ces trois-là, avec une quatrième qui s'appelle Pauline si je ne me trompe pas, ils forment une petite bande hyper sympathique. Ils passent souvent des soirées ensemble, des soirées mémorables à parler, à jouer, à boire, à rire, comme tous les jeunes de leur âge. On apprend d'un point de vue personnel que la jeune Mathilde vit avec ses parents et sa grand-mère du côté de sa mère, et c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile dans le sens où la mère de Mathilde est malade, elle a un cancer, ce qui chamboule un petit peu leur quotidien puisque elle est encore à la maison, elle n'est pas hospitalisée, et c'est Olivier, le père de Mathilde, qui prend soin d'elle au quotidien, qui l'aide à se lever, à lui faire prendre son bain, etc. Donc d'un point de vue personnel, la vie de Mathilde n'est pas aussi rose qu'on pourrait le penser. Et malgré tout, la jeune fille, non pas qu'elle se voile un peu la face, mais elle essaie de se protéger et de vivre sa jeunesse du mieux qu'elle le peut. Un soir où Mathilde est invitée chez sa meilleure amie Félicia, et où elle va retrouver sa bande de copains avec le fameux Théo, ils vont s'adonner à une pratique un petit peu mystérieuse, une pratique un petit peu de sorcellerie, puisqu'ils vont trouver une planche Ouija qui appartient à la famille de Félicia, et ils vont essayer de convoquer les esprits. L'idée, elle provient directement du personnage de Félicia, la meilleure amie de Mathilde, qui est un petit peu un bout en train, qui déborde d'émotions et qui, avec cette idée un petit peu surgie de nulle part, pense qu'ils vont tous passer une excellente soirée. Si Mathilde et Théo sont pas trop chauds pour jouer à ça au début, Pauline non plus, je crois, il me semble qu'elle fait partie de ce groupe-là, en tout cas le soir de cette séance de spiritisme. Ils décident quand même de se prêter au jeu et de voir ce qui va se passer. Si vous ne savez pas ce que c'est une planche Ouija, c'est une planche magique où il y a les 26 lettres de l'alphabet qui sont écrites dessus, et vous avez une case oui et une case non, en tout cas écrit sur la planche, et avec un verre que vous posez sur la planche, vous posez votre doigt dessus et vous essayez de voir si le verre va bouger au moment où vous allez poser une question aux esprits. J'ai un petit peu envie de vous dire qui n'a jamais fait une séance de spiritisme ici parmi nous. Bref, pour ceux qui ont déjà tenté l'expérience de convoquer les esprits via une planche Ouija, vous savez qu'en général il y a toujours quelqu'un qui pose son doigt sur le verre et qui s'amuse à bouger le verre en direction des lettres ou du oui ou du non selon la question qui est posée. C'est un petit peu le côté drôle de l'histoire. Mais il y a pour certaines personnes des gens qui y croient vraiment, qui sont ouverts à la possibilité que les esprits peuvent communiquer avec les vivants. Et dans ce cas-là, ça peut être une pratique beaucoup plus sérieuse. Dans le cas du petit groupe de Félicia, Théo, Mathilde, on pense que c'est pour rire à la base. Et lorsqu'ils vont se prêter au jeu de convoquer les esprits avec cette fameuse planche Ouija, c'est l'univers entier de Mathilde qui va s'en trouver bousculé. L'expérience va avoir un impact qui va définitivement changer son quotidien et sa vie pour toujours. Suite à cette soirée et à cette convocation des esprits avec la planche Ouija, Mathilde va voir son destin complètement changé, chamboulé.
je ne vous dis pas pourquoi. Et on va donc voir l'impact qu'a eu du coup cette soirée sur Mathilde, les conséquences que ça a eu en bien et en mal, et de quoi il en retourne. Voilà en tout cas pour le petit résumé de Spiritum, un souffle de vie, j'espère que ça vous aura donné envie. Maintenant, et comme d'habitude vous le savez, je vais rentrer dans les détails de l'intrigue, donc si vous n'avez toujours pas lu ce roman Spiritum de Martin Rua, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo, ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Au moment où il se lance dans cette séance de spiritisme avec cette planche Ouija, Mathilde va faire une sorte de malaise. Elle va vraiment se sentir pas bien, comme si son esprit allait un petit peu ailleurs, et pendant un certain laps de temps, elle va se retrouver comme dans une espèce d'antichambre, toujours dans l'appartement de sa meilleure amie Félicia, mais elle va faire la rencontre d'un homme assez étrange, avec une tenue qui ressemble un peu à un costume bleu ou violet, je ne sais plus trop, avec une petite moustache, qui ressemble un petit peu à un homme d'un ancien temps, et qui va avoir une conversation avec elle des plus étranges. Quand Mathilde va revenir à elle, elle va se demander ce qui lui est arrivé, ses amis sont un petit peu choqués par ce qui vient de se passer, elle est allongée avec eux sur le canapé, elle se sent pas très bien, et pour ses amis qui sont autour d'elle, elle a simplement eu un malaise. Sauf que Mathilde, elle n'est pas trop sûre de ce qu'elle a vécu, elle sent qu'elle a été ailleurs, elle ne sait pas trop si c'est les effets de la planche Ouija ou non, mais quoi qu'il en soit, elle a vécu une expérience assez étrange qui la force à rentrer chez elle. Elle ne fait pas comme d'habitude à rester dormir chez sa meilleure amie, elle est un petit peu chamboulée, en plus de ça, elle pense à ses parents, elle a un pressentiment un petit peu bizarre qui l'habite, et elle décide de rentrer chez elle, accompagnée de Théo. À ce moment-là de l'histoire, on sent que Mathilde, elle a ouvert quelque chose en elle, comme une sorte d'intuition hyper forte, et c'est ce qui la pousse à rentrer chez elle à ce moment-là de la soirée. Et elle a plutôt vu juste avec cette intuition, puisqu'au moment où elle rentre chez elle accompagnée de Théo, elle voit une ambulance qui est garée juste en bas de son immeuble, en tout cas de là où elle habite, et ils sont venus pour emmener sa mère d'urgence à l'hôpital. Son père lui assure que ça va aller, mais il est le seul autorisé à monter dans l'ambulance pour aller à l'hôpital avec sa femme. Ce qui fait que Mathilde reste un petit peu sur le trottoir, un peu démunie aux côtés de Théo. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à avoir une deuxième vision, les choses autour d'elle sont en train de se brouiller un petit peu et elle voit une lumière arriver vers elle, et ce fameux personnage étrange qu'elle a vu chez sa meilleure amie Félicia, qui est de retour, toujours avec des phrases qui sont un petit peu étranges. Et au fur et à mesure de l'intrigue, en tant que lecteur, on se pose pas mal de questions. On se demande si ils ont réveillé un esprit de l'au-delà que seule Mathilde est capable de voir. On se demande si Mathilde n'a pas réveillé une faculté extraordinaire qu'elle possédait déjà, ou qu'elle ne possédait pas déjà, mais qu'elle a développée d'un coup à cause de cette séance de spiritisme. Est-ce qu'elle est chamboulée par tout ce qui lui arrive au quotidien et que tout ça c'est dans sa tête? On se pose vraiment plein de questions et c'est vraiment très bien amené. Et il n'y a pas que ça aussi qui nous pousse un peu dans les mystères de l'histoire, puisque la grand-mère de Mathilde, Louisa, est un personnage un petit peu étrange. En effet, la grand-mère, elle a avec elle un jeu de cartes, une sorte de jeu de tarot si je dis pas de bêtises, un jeu qui attise un petit peu les regards de Mathilde et même d'Olivier, son papa. On se demande ce qu'elle fait avec. Quand la grand-mère est attablée et qu'elle joue avec ses cartes, joue entre guillemets, c'est toujours des moments un petit peu étranges, on ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle pense à ce moment-là, et ça ajoute du coup un petit peu de piment à l'intrigue et ça nous fait poser pas mal de questions. De leur côté, Mathilde et Théo vont à l'hôpital pour voir comment va la mère de Mathilde, et au moment où ils vont à l'hôpital, qu'ils descendent du scooter de Théo, Mathilde elle va rencontrer un homme un petit peu étrange devant l'hôpital, avec une poche de sang et une blouse un petit peu spéciale. Elle va se demander qui est ce monsieur qui l'observe, mais malgré tout, elle va quand même rentrer dans l'hôpital et essayer de faire abstraction de cet homme étrange qu'elle vient de voir. Et elle se dirige du coup dans la chambre de sa maman, qui fort heureusement va très bien. Mathilde est rassurée, même si elle a quand même ce sentiment un peu spécial que quelque chose de grave allait arriver. Elle pensait vraiment qu'une chose horrible allait toucher sa maman, mais heureusement ce n'est pas le cas. Et lorsqu'elle se retrouve seule dans le couloir de la salle d'attente, elle rencontre à nouveau ce fameux homme mystérieux lors d'une vision. Cet homme mystérieux, qui semble provenir d'une époque lointaine, se présente comme étant Léonard, et il lui fait la révélation qu'elle est une traductrice de l'ailleurs. Mathilde, tout comme le lecteur, est un petit peu troublée par cette révélation. Qu'est-ce que c'est en fait qu'une traductrice de l'ailleurs? On commence progressivement à avoir des pistes et à mieux comprendre. Plus on avance dans l'intrigue progressivement, plus on apprend que lors de cette séance de spiritisme, ils n'ont pas réveillé d'esprit, Mathilde n'est pas en plein cauchemar ou en plein rêve ou quoi que ce soit, elle a juste éveillé en elle une faculté qu'elle avait depuis longtemps, celle de pouvoir justement voir plus loin que les autres autour d'elle. Une faculté que partagent d'autres femmes de sa famille, puisqu'on comprend que sa grand-mère Louisa possède un petit peu le même don, qu'elle utilise elle à travers son jeu de cartes,
Et ce don, entre guillemets, qui est censé se propager de génération en génération, il semble avoir loupé une étape avec la mère de Mathilde qui ne semble pas posséder ce don. Mais en tout cas, Mathilde prend conscience qu'elle possède ce don-là, de voir l'ailleurs, et elle est capable de traduire un petit peu ce qui se passe dans cet autre monde et de pouvoir aider un petit peu les personnes qui sont mortes et qui ne savent pas exactement où aller au moment du grand départ. On est un petit peu, si vous voulez, comme dans Le Sixième Sens, le film avec Bruce Willis, avec cet enfant qui est capable de parler avec les morts. C'est un petit peu la même chose, mais en moins flippant, évidemment. Et Mathilde comprend qu'elle peut, grâce à ce don, tenter, ou du moins d'essayer, de faire prendre conscience aux gens, aux âmes qu'elle croise dans ce monde d'ailleurs, qu'elles sont mortes, et de tenter de les faire partir dans un autre voyage, dans l'au-delà. Et on comprend en fait que Léonard, il est un petit peu là comme un guide, pour la guider à travers ce don. Il lui donne les clés et après ce sera à elle dans le futur d'en faire un petit peu ce qu'elle en a envie. Et je ne l'ai pas précisé, mais finalement quand Mathilde elle avait ce pressentiment un petit peu bizarre qu'il allait arriver un malheur, qu'elle pensait que ça toucherait sa maman, en fait c'est la maman de sa meilleure amie Félicia qui va mourir. Ses parents à Félicia, je ne l'ai pas dit au début, mais ils sont en voyage dans un pays étranger. On ne sait pas trop ce qu'ils font, si ce sont des agents secrets ou s'ils sont en mission quelque part. On ne sait pas trop ce qu'ils font exactement dans la vie, mais ça s'est mal passé pour eux et c'est la pauvre maman de la meilleure amie de Mathilde, Félicia, qui va mourir. Tous les pointeurs étaient pointés en direction de la mère de Mathilde qui avait le cancer et finalement elle s'en tire vraiment bien. Elle guérit d'ailleurs à la fin du roman, comme quoi on peut s'attendre à tout. Et c'est finalement, oui, la mort prématurée de la mère de Félicia qui va avoir un impact sur la jeune fille et sur Mathilde, qui découvre justement son don à ce moment-là, en entrant en contact avec la maman de Félicia, et elle aide celle-ci justement à accepter sa mort et à aller dans son prochain voyage. La séance de spiritisme a eu un effet total sur la petite bande de copains, puisque suite à ça, Mathilde a découvert son don et elle essaye de le travailler. Suite à cet événement tragique, la perte de sa maman, sa meilleure amie Félicia prend un petit peu ses distances et elle finira par quitter Aix-en-Provence et les deux meilleurs amis ne se reverront plus du jour au lendemain. Seul Théo reste, si j'ai bien compris, et restera proche plus ou moins de Mathilde à la fin du livre, si je ne dis pas de bêtises. À la fin du livre, on apprend que Mathilde a grandi, qu'elle s'est ouverte à ce monde et à ce rôle de traductrice de l'ailleurs, qu'elle a vécu pas mal d'expériences qui ont bousculé ses croyances, et elle est complètement à fond dans ce truc-là. C'est une vraie quête de spiritualité pour elle qui lui offre pas mal d'opportunités et un regard complètement nouveau sur le monde qui l'entoure. Ma conclusion, Spiritum, un souffle de vie de Martin Ruat est un très bon roman. J'ai passé un super moment, ça se lit hyper vite. Encore une fois, si je vous laisse juger la taille, enfin le gabarit des livres, on est vraiment dans des lectures très courtes, ce qui est vraiment plaisant puisque du coup on a un certain rythme qui est soutenu et encore une fois ça reste vraiment plaisant à lire. La plume de l'auteur, elle a indéniablement progressé entre le premier roman et celui-ci. Il y a toujours cette fameuse poésie, ce côté spirituel qu'on retrouve notamment dans la richesse des descriptions. Donc c'était très plaisant. Cette fois encore, et comme je le disais, l'auteur pousse un peu plus loin dans ce qu'il aime, dans cette quête de spiritualité, dans ce côté un petit peu mystérieux, fait de mysticisme, de croyances, etc., de rêves, de cauchemars. Plus on suit ses écrits, plus on suit ses histoires, plus on sent qu'il y a un parti pris et qu'il le défend à 100%. Les personnages sont bien écrits, ils semblent réels, et l'histoire autour de Mathilde et de cette soirée de spiritisme qui a un impact sur elle est très bien amenée et la fin est très réussie, j'ai passé un super moment. Encore une fois, et je l'avais déjà dit pour son premier roman, si vous aimez les histoires avec un côté un petit peu spirituel, pleines de mysticisme, de croyances, de rêves, de cauchemars, etc., tout ça, ça s'entrechoque parfaitement dans l'intrigue et dans le fil rouge de l'histoire de Mathilde. Donc si ça vous donne envie, je vous recommande vraiment ce petit roman à 100%. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Spiritum, un souffle de vie de Martin Ruat? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup, à la partager également et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du roman Avalon de Vanessa Morgan. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!